Bonjour Ronan. Bonjour Arnaud. Alors Ronan, cette date est importante pour vous parce que ça fait 1 an que ton livre, Tu es un champion qui s'ignore, est sorti et donc tu voulais prendre la parole à cette occasion. Bah oui, écoute, c'est sympa de me donner la parole déjà. Écoute, ce qui est marrant, c'est que sur ce livre, en fait, j'en ai pas parlé, j'ai pas parlé du fond. En fait, j'ai parlé essentiellement du fait que c'était une première mondiale, que le livre soit sorti au féminin et au masculin. Mais j'ai pas parlé du fond. Et du coup, je trouvais que c'était l'occasion, pour fêter ces 1 an, de parler de ma philosophie, de ce qu'il y a vraiment dans le livre, quoi. Alors, comme préface, on fait difficilement mieux, enfin on peut faire mieux, mais en tout cas c'est quand même très bien. C'est Patrick Mouratoglou, qu'on ne présente pas évidemment, qui parle de toi et qui dit notamment, qui termine comme ça en disant: c'est l'anormalité qui définit le mieux Ronan. Ronan n'a jamais accepté de se faire enfermer dans un système et il est parti à la découverte. Ouais, mais je crois que c'est Ronan et c'est surtout la performance, en fait, qui veut ça. Moi, c'est pour ça que je suis passionné par la performance depuis autant d'années. C'est que encore aujourd'hui, je trouve des choses, je comprends des choses. Je trouve que c'est complexe et compliqué la performance. Donc, avec Patrick, j'ai rencontré un vrai passionné et on échangeait des heures et des heures après les entraînements, avant les entraînements. Il est même venu faire des entraînements pour vivre au plus profond ce que je faisais et essayer de comprendre surtout. Ça a été un des premiers à s'intéresser à ma démarche. Et du coup, quand je l'ai appelé, il était à Indian Wells. Il était 23 heures pour moi. Je ne sais pas quelle heure il était pour lui, mais ça s'est fait en 2 secondes. Il m'a dit OK et il m'a écrit la préface comme il sait faire en quelques temps. Et ce que je trouve beau dans cette préface, c'est qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas comme ça, quoi, qui l'ont trouvé très humain. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir qu'il réponde à ma demande. Justement, sur la performance, tu dis qu'elle ne se reproduit jamais 2 fois de la même manière. Je crois que c'est ce qui fait sa beauté et la difficulté finalement, c'est que il y a un process qu'on essaye de mettre en place avec le ou les sportifs, mais ce process-là, il est valable pour une compétition, un match. Tout ça, ça peut changer bien évidemment. Il y a peut-être un socle qui reste, mais beaucoup de choses évoluent et c'est pour ça que la performance, elle est si unique et si belle, parce qu'elle est complexe à aller chercher, tout simplement. Donc évidemment, dans ce livre, tu reviens à tes débuts difficiles, notamment pour devenir prof de tennis, et ça va jusqu'à l'accompagnement des meilleurs mondiaux. Un beau chemin. Bah oui, je voulais expliquer que finalement, pour devenir un bon coach, il n'y avait pas besoin d'avoir bien joué au tennis. En tous les cas, si j'avais pu bien jouer au tennis, ça aurait été un plus, hein. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut louper sa carrière de joueur. Mais en même temps, ces difficultés m'ont fait comprendre la difficulté de la performance. Et du coup, de cette épreuve, j'en ai fait une force. Ça m'a permis d'aller chercher des chemins à droite, à gauche, peut-être inexplorés, un peu comme si j'étais dans la savane. Et puis voilà, je suis allé à droite, j'ai pioché à gauche, j'ai réfléchi, j'ai essayé, j'ai discuté. Et puis, Eureka, les résultats sont arrivés. Donc, c'est comme ça qu'on juge un bon coach. Le titre du livre, tu es un champion qui s'ignore. Tu considères que tous ceux qui lisent ce livre sont déjà des champions, ont déjà cette graine de champion en eux? Écoute, déjà ce titre, c'est assez marrant parce qu'aux États-Unis, ça fleurit de livres avec ce titre-là. Et en France, en fait, j'ai cherché, je me suis dit, ça se trouve, il existe déjà, puis en fait, pas du tout. Donc c'est assez marrant.
Et pour répondre à ta question, moi je pense qu'en chacun de nous, il y a un champion qui s'ignore vraiment. Et que nous, en France, on a cette croyance qu'on est champion, que j'entends beaucoup de gens dire lui, oh là là, lui, il va être très fort un jour, etc. Et j'ai entendu ça, mais des heures et des heures. Et en fait, les champions que j'ai accompagnés, j'ai eu la chance, en tous les cas pour certains, de les accompagner depuis le départ, au début de leur carrière professionnelle, et de les amener au plus haut niveau mondial. Et ils n'ont rien de plus que les autres, à part qu'ils sont curieux et engagés, et cela dans la durée. Donc en fait, c'est ça que je voulais, que je voulais expliquer, qu'on n'est pas champion, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et justement, tu dis que tu es un champion qui s'ignore et mon rêve est de t'accompagner sur ce chemin. Ouais, parce qu'encore une fois, ça répond un peu à la question d'avant. C'est en France, il y a un gamin qui joue bien et on va dire lui il va être un champion parce qu'il joue bien, mais en fait, il joue bien au tennis. Mais il y a tellement d'autres facteurs euh, qui vont faire de lui un champion. En fait, il faut vraiment être habité. C'est ça ce que j'ai. Les gens que j'ai côtoyés, c'était des gens qui étaient habités, qui croyaient en eux, qui avaient des doutes, qui avaient peur tout le temps, mais en même temps, ils trouvaient des solutions en permanence parce qu'ils étaient habités par leurs rêves, quoi. Et en fait, c'est ça que j'ai envie d'expliquer aux gens, ce chemin qui, moi, me correspond, hein, avec les réflexions que j'ai eues. Voilà où j'en suis aujourd'hui, en tous les cas. Oui, rêve, c'est vraiment important pour toi. Un champion doit avoir des rêves et pour devenir un champion, il faut avoir des rêves, il faut suivre ses rêves. C'est capital. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et moi, j'explique aux joueurs que j'entraîne qu'à chaque fois que je vais sur le terrain, j'y vais pour progresser, pour me rapprocher de mon rêve. En fait, il est permanent, ce rêve. C'est ce qui me pousse finalement à accepter beaucoup de choses. Mais pour moi, ce n'est pas des sacrifices, c'est un vrai plaisir que d'aller chercher ce rêve et de repousser ses limites. Donc j'essaye aussi d'expliquer ça dans mon livre, que le plaisir, il est vraiment, vraiment essentiel. Tu dis, être un champion, ça s'apprend, ça se développe. Ouais, c'est clair. Moi, j'en ai fait l'expérience pour tout un tas de sportifs que j'ai accompagnés. Euh, Ce qui est important, c'est d'y croire. Voilà. Au final, le plus difficile, c'est d'y croire, mais pas d'y croire une fois. D'y croire une fois, deux fois, 10 fois, d'y croire quand ça va mal, d'y croire quand je perds, d'y croire quand je traverse une mauvaise période. Et c'est ça le plus difficile. J'ai vu tellement de projets s'arrêter parce que tout d'un coup, ça monte dans les étoiles et là, il n'y a plus personne qui est étanche à la pression. Et je pense que faut être bien accompagné, bien entouré pour justement continuer à y croire. Et on sait que dans une carrière, il va se passer plein de choses. Il y aura des hauts, des bas, mais l'idée, c'est de trouver des solutions, toujours. Tu viens de dire, tu avais vu plein de carrières s'arrêter parce que les gens étaient montés dans les étoiles. Tu peux développer. Ouais, je peux développer. En fait, j'ai vu des gens monter vite suite à un travail quel qu'il soit et se croire arriver. Mais pour moi, c'est pas ça un champion. Un champion, c'est celui qui va aller toucher son rêve. Et son rêve, c'est pas juste une victoire, c'est pas gagner c'est pas gagner juste un tournoi. C'est d'avoir un projet d'une carrière, d'un rêve incarné et de rêver en très très grand, j'allais dire. Voilà. Beaucoup s'auraient été dès que ça commençait à compter et dès que ça commençait à être dur. Et moi, le mot résilience, il me vient parce qu'avec Stéphane Robert, dont je parle pas mal dans le livre, on a passé Ouais, 17 ans ensemble avec des arrêts. qui a atteint le top Pardon. 50. Il a atteint le top 50 mondial très tard, à plus de 35 ans. Hein. Ouais, à 38 ans exactement. Et en fait, lui, il était moins 30 à 21 ans.
un âge où on pourrait se dire, bon, bah voilà, tu as 21 ans, peut-être va travailler, c'est mieux. Et lui, il y a cru, on y a cru, et finalement, il a atteint le sommet pour lui à 50 ans, donc, à 50e mondial à 38 ans. Donc voilà, encore une fois, il n'y a rien d'écrit, et ce que je dis dans ce livre, c'est chacun a la possibilité d'aller chercher ses rêves et de construire ses rêves, de construire son chemin, et finalement, l'idée, c'est d'être accompagné par des gens qui croient en vous. Voilà, c'est mon message. Quand tu parles des champions, tu dis qu'au-delà du talent, ce qui les caractérise, c'est leur curiosité. Bah ouais, je crois que à tout jamais, ce mot-là, il est la passion, la curiosité, l'envie de progresser sans cesse. Je parlais d'être habité. C'est des gens qui sont dingues. Ils se lèvent le matin, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va trouver, un peu comme des chercheurs d'or, quoi. Et puis la fin de la journée, je dis on arrête parce qu'il y a un cadre, mais ils ont encore envie de s'entraîner. Et en fait, c'est ceux-là qui réussissent. C'est ceux qui sont habités, qui sont engagés, que rien n'arrête, et il faut être fou pour être champion, finalement. Tu dis aussi qu'il faut se remettre en question et qu'il faut explorer de nouveaux chemins. Je dirais que c'est ce qui est passionnant. Moi, j'ai la chance d'être payé par des joueurs professionnels. Donc, il y a une vraie liberté. La seule chose qu'on me demande, finalement, depuis quelques années, c'est de faire performer. Et donc, pour performer, finalement, je ne vais pas suivre un chemin. Au début de ma carrière, j'ai suivi ce qu'on m'avait dit de faire. Et j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Donc, il faut expérimenter plein de choses. Je suis allé dans des chemins incroyables. J'ai tenté des choses de fou. Et voilà. Et je crois que c'est la liberté qu'on a. Il n'y a pas de limite à cette liberté d'expérimenter. Voilà. Je vais lâcher le grand mot mental. Il faut comprendre comment fonctionne son mental, Ronan, même si tu n'aimes pas forcément toujours ce terme. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que pour moi, il est associé dans le process de l'entraînement, de la compétition. C'est un tout pour moi. Mais oui, il faut comprendre ce que ça veut dire. En tous les cas, il faut réussir à mettre des mots dessus. Il faut comprendre en compétition ce qu'il veut dire, en quoi il change les choses, qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui change la technique, qu'est-ce qui change. Tout d'un coup, je me dis, merde, j'ai fait tout ce qu'il fallait physiquement, et j'ai des crampes, j'ai les jambes qui sont dures, j'ai le bras qui tremble, et je ne comprends pas. Voilà. Mon job à moi, c'est de faire comprendre aux joueurs ce qui se cache derrière ce mot-là. Je ne peux pas rentrer sur le terrain en compétition sans être au clair avec mes croyances là-dessus, c'est clair, c'est une évidence. Dans ce livre, tu parles de ta philosophie, ou en tout cas des recherches que tu as faites et de la philosophie qui en découle. C'est quoi alors ta philosophie ? Moi, je dirais que chaque joueur est unique, que mon rôle à moi, c'est de faire en sorte de faire sortir ce que le joueur a dans le ventre, en lui posant des questions, en lui donnant aussi mon avis, mais ce n'est pas en imposant mon avis, c'est très différent. Et puis finalement, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il dit, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, et puis de lui faire des propositions, de l'amener à réfléchir sur des pistes pour finalement trouver son chemin. C'est ça le plus difficile et le plus beau. J'allais dire qu'il n'y a pas mieux qu'un athlète qui trouve par lui-même, parce que tout d'un coup, son estime de soi grandit. Et je sais à quel point l'estime de soi, c'est important pour performer. En tennis, on sait que le coaching est important, Ronan. Donc, comment tu arrives à allier les deux, le fait qu'il trouve par lui-même et que en même temps, pendant le match, on le voit, de plus en plus, les joueurs regardent en permanence du côté de leur clan, de leur coach. C'est une bonne question. En fait, moi,
le fait de poser des questions aux joueurs m'amène à avoir toute une batterie de mots et je sais, moi, que chaque mot résonne comme un état d'esprit pour le joueur. En fait, quand le joueur me donne des mots lors de l'entraînement, je sais que c'est par rapport à cet état d'esprit, à ce moment particulier. Et donc, en match, eh ben, je vais me resservir des mots qui m'a dit à l'entraînement sur des moments particuliers pour lui redire son mot qui peut le remettre dans sa philosophie, dans le droit chemin, dans une autre vision qu'il a de lui-même peut-être. Donc voilà, ces mots-là ont vraiment une importance. Maintenant, le coaching est autorisé. On voit même que dans certaines épreuves, parfois, les joueurs peuvent, enfin les coachs peuvent venir sur le terrain échanger avec leurs joueurs. Mais toi, à ton époque, il fallait jouer avec les limites. Tu as des exemples comme ça de moments où ça a été un peu chaud avec l'arbitre, où tu essayais de faire passer un message parce que tu sentais que ton joueur en avait besoin, mais c'était compliqué? Bah déjà, c'était. Alors moi, évidemment, je faisais comme tout le monde. Hein. Je dépassais les limites. Bah voilà, l'idée, c'était de le faire quand l'arbitre ne nous voyait pas. Mais bien sûr que ça faisait partie du jeu et c'était en accord avec le joueur de prendre une pénalité, que moi, je sois sorti du stade. Voilà, c'était vraiment dans le domaine du possible. Mais moi, j'ai toujours coaché, que ça soit en équipe, dans le cadre d'un club, sur le tour, et tout le monde le faisait. Donc finalement, ils ont mis cette règle parce que tout le monde le faisait et que c'était impossible de gérer ça. Donc, mais voilà, c'est là que c'est passionnant de ce coaching, pour pouvoir faire tourner un match, parce que de rappeler un mot d'un joueur, d'une séquence, d'une séance où il a bien joué, c'est magique, ce changement d'un coup. Tu as coaché à différents moments Stéphane Robert, tu l'as dit, Gilles Simon et aussi Corentin Moutet. Comment tu compares les trois? Et tu disais, toi, ce qui t'intéressait dans la performance, c'est que chaque joueur est unique. Alors justement, ces trois joueurs-là, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus différent que ces trois-là. Voilà, comment tu les comparerais les uns aux autres? Comment je les comparerais les uns aux autres? Bah, je trouve qu'il y a quelque chose de commun, c'est l'intelligence de la curiosité, d'une très grande curiosité, tous les trois. Ça, c'est vraiment le dénominateur commun. Ils n'ont pas du tout la même philosophie de jeu, mais pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas chercher à moi coller ma vision que j'ai du tennis, c'est de les faire réfléchir. J'ai un exemple au début de ma carrière avec Stéphane Robert. Lui, pour les gens qui le connaissent, il avait un excellent revers le long de la ligne. Mais en fait, j'ai découvert que ce revers le long de la ligne, il n'était pas lié simplement à vouloir jouer le long de la ligne. Sa philosophie de jeu, parce qu'il était très nerveux, c'était de finir le point très vite. Et du coup, pour moi, dans mon enseignement, on m'avait appris qu'il ne fallait surtout pas jouer long ligne, et surtout pas jouer long ligne quand on était 3 mètres derrière la ligne ou excentré. Et lui, il le faisait très bien. Et puis par moments, il faisait des fautes, il me disait, toi, ça a tenu à rien, etc. Bref, au lieu de lui changer sa perception du jeu, je suis allé dans son jeu en lui disant, et Steph, et si tu en mettais une ou deux de plus dans le terrain à ce moment-là? Et donc, on a commencé à travailler avec des cibles où je lui demandais de jouer 1 mètre à l'intérieur du court. Je conservais son revers. Et c'est bien après, quand il est devenu un peu plus calme, qu'il a réussi à avoir le côté droit du court, le côté dans la diagonale, et de pouvoir jouer parce qu'il acceptait que la balle revienne. Voilà, ça, c'est un exemple important. Je me rappelle que Gilles, il avait beaucoup de mal à changer le jeu, à ouvrir le jeu plus souvent. En fait, il avait été habitué, parce que le tennis, c'est ce qu'il demandait depuis des années, de jouer dans la diagonale. Et en fait, quand les joueurs sont arrivés et tout d'un coup, ils ont débridé le jeu, c'est vrai que ça a été un moment intéressant pour moi, pour lui,
Mais Gilles, le gros du travail, c'est qu'il voulait réussir à arriver au 3e tour des Grands Chelems sans avoir puisé dans ses réserves. Alors que quelques années auparavant, il arrivait en Grand Chelem, il avait déjà sur ses 2 premiers tours fait 2 fois 5-7. Voilà, c'était la commande. Voilà, donc c'était intéressant d'y répondre. Et Corentin, il était junior, moi, quand je m'en suis occupé. On a fait un vrai travail sur le calme, et notamment dans l'échange. Et on a entrepris un travail qui lui paraissait au début un peu incroyable, c'est-à-dire je demande moi aux joueurs d'expirer quand la balle touche par terre pour justement annihiler au maximum les émotions. Donc c'est quelque chose qu'il a fait très très rapidement et très bien à l'entraînement. Et je me souviens, il me disait, mais Ronan, je serais incapable de le faire en match. Parce que dès que ça va compter, mon cerveau, il va être pris par le score, etc. Et puis Eureka, il a réussi à le faire et il a gagné ses 2 premiers futurs en le faisant du premier point au dernier point. Donc voilà des exemples vraiment personnalisés de l'entraînement qu'on peut avoir ou que j'ai pu avoir avec ces joueurs-là. Tu commences ton livre avec ça, mais nous on va terminer. Ronan, tu dis merci Socrate, tu peux nous expliquer? Bah écoute, je trouve que c'est tellement important Moi, ce que j'aime bien chez Socrate, c'est qu'il a été capable de faire ce qu'il appelle la maïeutique, c'est d'aller chercher au fond des joueurs, titiller les joueurs. Et je pense que c'est une de mes grandes qualités, d'aller pousser un peu à bout les joueurs avec mes questions. Je pense que j'en suis chiant par moment, mais c'est le jeu. Parce que finalement, un joueur de haut niveau, il a des certitudes. Et en même temps, l'idée, il faut avoir des certitudes, mais en même temps être capable de les challenger. Et finalement, c'est pour ça que j'adore Socrate, parce que lui, il a poussé les gens à être libres, à les rendre libres grâce à ces questions qui étaient parfois dérangeantes, souvent dérangeantes. Et donc, moi, j'essaye de suivre son chemin à mon niveau. Ronan, j'espère qu'on a donné envie à ceux qui nous écoutent de lire ce livre, d'autant plus que c'est peut-être ou sûrement ton dernier livre de tennis. Tu en as écrit déjà quelques-uns avant, mais est-ce que c'est ton dernier livre de tennis? Alors oui, c'est mon 4e. Est-ce que c'est mon dernier livre? C'était ce que j'avais dit. Et puis, j'ai reçu plein de messages là, de mon premier livre. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que je ressorte ce premier livre avec beaucoup d'exercices, tous les exercices que je n'ai pas expliqués. Donc, il se peut, dans un coin de ma tête, dans quelques années, que je ressorte ce livre. Et donc, un mot de conclusion sur Tu es un champion qui s'ignore? Bah, je voudrais déjà remercier. C'est un énorme succès et un succès que j'ai voulu en auto-éditeur, en auto-édition. Donc, c'était une prise de risque d'écrire 2 livres, un pour les femmes, un pour les hommes. Ça m'a coûté un peu d'argent, mais c'est un engagement de ma part. Donc, je remercie. On m'avait dit que les femmes n'allaient pas le lire et finalement, je suis très content des scores qu'il peut faire. Donc, je remercie les gens qui m'accompagnent et puis j'incite ceux qui sont intéressés par la performance de le lire. Ok, eh ben merci beaucoup Ronan. J'espère qu'on a donné envie aux gens de lire ce livre. Donc, Tu es un champion qui s'ignore ou Tu es une championne qui s'ignore. Merci beaucoup Ronan. À très bientôt. Ouais, merci Arnaud. À bientôt. Ciao.